voilà maintenant, Dror Morey, avec ce Human Factor. C'est un film, une série en 6 épisodes. On vient de voir la bande-annonce. Vous révélez les coulisses de 25 ans de négociations américaines qui ont échoué, d'ailleurs, sur le conflit. Vous avez voulu, Dror Morey, rencontrer, parler longtemps avec ces négociateurs américains. Vous les avez tous vus, depuis Bush jusque sous l'ère Bill Clinton. C'était un grand commitment, non ? Comme je l'avais fait pour Gatekeepers, c'était important pour moi de comprendre la situation du point de vue des professionnels, pas du point de vue des hommes politiques ou des gens de la rue. Et cela vaut pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. Je voulais savoir ce que vivaient ces professionnels dont le travail était de créer une atmosphère pour parvenir à la paix entre Israéliens et Palestiniens, entre Israéliens et Syriens. Ils ont échoué. Et je voulais savoir de l'intérieur ce qu'il s'était passé. Savoir comment, au cours des 30 dernières années, les efforts les plus élaborés de l'équipe diplomatique du gouvernement américain n'avaient pas porté leurs fruits. Et pourquoi ça n'avait pas marché. C'est pour ça que j'ai mené ces entretiens avec ces hommes politiques. Qu'est-ce que c'est le human factor, Dror Morey, le facteur humain? En France, on a l'expression « le diable se niche dans les détails ». Dites-nous, où est le diable dans ces négociations israélo-palestiniennes? Où est-ce qu'il s'est niché? Parce que ça n'a jamais marché, ils ont tous échoué. Où est-ce que c'était ce petit détail? Le human factor. Quand j'interviewe les gens, j'aime aller en profondeur. Et vous me connaissez, je m'étais entretenu avec Denis Ross pendant plus de 35 heures. Ce qui est ressorti de ces longues interviews, qui ont toutes duré plus de 15 heures, c'est l'importance du facteur humain. Et par ce terme, j'entends la relation personnelle entre les dirigeants et les blocs qui construisent la personnalité d'une personne. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'ils arrivent à combler le fossé entre les deux. Vous savez, Valérie, la paix au Proche-Orient, ce n'est vraiment pas une mince affaire, c'est presque impossible. Et pour y arriver, il faut qu'il y ait de chaque côté des dirigeants qui croient à cette mission et qui comprennent les problèmes de l'autre, d'où ils viennent et comment ils peuvent avancer ensemble vers la paix. C'est très difficile, quoi qu'il en soit. Et s'il y a bien une chose que j'ai comprise, c'est que nous n'avons pas vraiment fait attention à ce que moi j'appelle le facteur humain. On est généralement plus focalisé sur tout ce qui touche à Jérusalem, aux réfugiés, aux frontières, aux questions de sécurité. Et du coup, on en oublie le facteur humain. Alors que justement, c'est cet élément qui est déterminant dans le succès et aussi dans l'échec des négociations auxquelles nous avons assisté. Oui, Dror, mais ces négociations, elles n'ont pas abouti, Dror Morey. Et d'après ce que vous avez observé, qui est responsable? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi pendant 25 ans, ils n'y sont pas? Oui, ils ont échoué, et ils l'ont reconnu. Mais au bout du compte, les Américains vivent en Amérique, à 10 000 km d'Israël. Donc c'est aux Israéliens et aux Palestiniens, aux Israéliens et aux Syriens, de trouver une solution pour qu'il y ait la paix. Les Américains sont juste là pour aider. Et j'aimerais citer une phrase que Martin Indyk, l'un des négociateurs, m'a dite pendant son interview. Le travail des États-Unis est représenté dans la photo de la poignée de main entre Arafat et Rabin. On voit le président Clinton qui a les mains sur les épaules des deux dirigeants, comme s'il disait « l'Amérique les aide à parvenir à la paix ». L'Amérique ne peut pas forcer un accord de paix israélo-palestinien ou israélo-syrien. La mission de l'Amérique était de parvenir à un accord à la fin. Mais ce ne sont pas les Américains qui ont échoué. Ce sont les Israéliens et les Palestiniens. Les Américains n'ont pas réussi, mais finalement la paix n'est pas leur objectif. Ils jouent juste un rôle de médiateur. C'est aux Israéliens et aux Palestiniens de trouver un accord de paix, et ils n'ont pas réussi. They have to mediate. The job of the Israelis and the Palestinians is to reach the peace. And they have failed. Ça, c'est sûr. The Human Factor, c'est 6 épisodes, un film. Vous pouvez nous donner, Dror Morey, un ou deux exemples de ce que c'est que le Human Factor, justement, nous dire le petit truc qui fait qu'un meeting ou une négociation n'a pas abouti. Yeah, well, you want to, I have a lot, but there is one which is significant. There is, as you said, a lot of that are significant. There is Oui, je pourrais vous en raconter plein d'autres, mais il y en a un en particulier qui est vraiment important. En fait, il y a deux histoires. Au début, quand Rabin est devenu Premier ministre, Denis Ross, qui était négociateur en chef, est allé le trouver. Et Rabin lui a dit « Je veux faire la paix avec les Palestiniens et je suis content que tous mes hommes soient dans l'armée ».
Et Ross lui a demandé pourquoi c'était si important pour lui que tous ces hommes soient dans l'armée. C'était en 1992, avant même que Rabin ne fasse un pas pour la paix. Et il a répondu à Ross que c'était essentiel, parce que le jour où il donnerait aux Palestiniens ce qu'il s'apprêtait à leur offrir, il avait peur qu'une guerre civile éclate en Israël. Wow. Et quand j'ai entendu ça, j'ai eu la même réaction que vous. J'ai dit waouh. Et Denis Ross a dit qu'il ne comprenait pas comment il pouvait y avoir une guerre civile. Mais Rabin savait très bien à quoi il allait s'exposer. Et quand Rabin voit Arafat pour la première fois à la Maison-Blanche, on peut lire ce qu'il ressent sur son visage. Il ne sait pas qui est cet homme. Il se dirige vers l'inconnu. Il sait qu'il doit lui serrer la main. Mais il ne sait pas comment il doit se comporter avec cet homme dont il ne sait rien. Et à l'image, on voit que tout ça transparaît totalement sur son visage. Et il y a une autre histoire, 2 ans plus tard, en octobre 1995, un mois avant que Rabin ne se fasse assassiner. Ils étaient prêts à signer les accords d'Oslo II. Ils étaient tous les deux à la Maison-Blanche. Et Ross les appelle pour leur dire qu'il y a un problème avec un commissariat qui se trouve à Hébron et qu'il faut trouver une solution. Et là, Arafat répond immédiatement qu'il fera tout ce que le Premier ministre israélien acceptera. Et Rabin lui dit qu'il lui donne le commissariat. Et là, on voit tout le chemin parcouru en 2 ans. Alors qu'au début, Rabin osait à peine lui serrer la main. Maintenant, les 2 hommes sont devenus de vrais partenaires pour la paix et ils ont confiance l'un en l'autre. Malheureusement, 4 semaines après, Rabin a été assassiné. Et après, on aborde un autre point de vue que je voulais montrer. Bibi Netanyahou, qui heureusement n'est plus Premier ministre aujourd'hui, se rend à la Maison-Blanche après la flambée de violence parce qu'il a ouvert un tunnel près de la mosquée. Et là, Hussein lui dit « Vous n'êtes pas un leader et vous devez grandir si vous voulez en devenir un. Un leader sait qu'il doit construire une relation avec ses partenaires et vous allez devoir apprendre à en devenir un. » Il y a des milliers d'anecdotes comme celle-ci qui montrent bien l'importance du facteur humain. A leader needs to know that he has to build a relationship with his other partners. You are not a leader today, and you have to learn how to be a leader. And there's thousands of anecdotes like that, which emphasize the importance of the human factor. Vous savez, Dror Moret, c'est drôle parce que cette situation nous fait penser au Titanic, c'est-à-dire on connaît l'intrigue, on sait comment ça va se terminer, on connaît les intervenants et on reste quand même attaché et attractif. C'est incroyable. I agree with you completely. But I think it's again the human factor. I think that when you understand, Je suis totalement d'accord avec vous. Mais encore une fois, je crois que le facteur humain a son importance. Quand on voit ces gens qui mènent des négociations, on se dit qu'ils sont différents de nous, qu'ils sont très intelligents, qu'ils prennent des décisions. Mais au bout du compte, on comprend qu'ils sont exactement comme nous, que parfois ils peuvent être même plus bêtes que nous. Ils ont des décisions à prendre et ce sont des êtres humains, comme nous. Et tout ça est motivé par leurs émotions. Et quand on voit ça, c'est comme vous dites, on voit le Titanic qui se dirige droit vers l'iceberg et on sait qu'il va couler. Mais on veut quand même voir la raison du naufrage. You want to see what happened, what caused that. Comment vous avez géré, disons, l'aridité visuelle du sujet de la paix? Vous avez joué sur les images parce que 25 ans de négociations, c'est des vieux monsieur blancs, c'est un peu sec. Comment vous avez fait pour esthétiser tout ça? Vous avez joué sur les photos? The biggest challenge for me was how do I tell. Le plus grand défi que j'ai eu à relever a été de raconter de manière visuelle une histoire qui s'était en grande partie déroulée à huis clos. Il n'y avait pas de caméra. Mais j'ai découvert que le président des États-Unis avait toujours avec lui 2 ou 3 photographes qui le suivaient partout où il allait. Et ces 2-3 photographes étaient un peu comme des petites souris. Je me souviens que j'en ai discuté avec Denis Ross et qu'il m'a dit « Maintenant que vous m'en parlez, on savait que les photographes étaient là, mais on ne ressentait pas leur présence. Ils étaient là tout le temps à prendre des photos. Mais on ne s'en rendait même pas compte. Et quand j'ai découvert ces photos, j'ai demandé à mon équipe aux États-Unis d'où elles venaient et on m'a répondu qu'elles étaient dans la photothèque de la Maison-Blanche. J'ai demandé si je pouvais avoir les négatifs. On m'a dit oui, mais qu'il fallait que je suive une certaine procédure et sélectionner des jours en particulier. J'ai demandé les négatifs de 15 dates bien précises. Et vous savez combien j'ai reçu de photos, Valérie? Presque 40 000 clichés que personne n'avait jamais vus avant, sauf moi. Et là, toutes les histoires que j'avais entendues sur les négociations ont pris vie devant moi. Tous les moments dont je vous ai parlé. Quand Rabin voit Arafat pour la première fois,
Quand Hussein dit à Bibi que ce n'est pas un leader, quand Clinton demande à Arafat d'accepter l'offre de Barak à Camp David, tout ça, j'ai découvert tout ça, ces moments en images sous mes yeux, et je suis très heureux de pouvoir faire vivre ça au public avec mon film. Please accept Arafat, Barak's offer. All those moments became to life, and I was very happy to share those moments with the audience in the movie. Doron Moret, vous êtes un fin observateur de la société israélienne, vous scrutez Israël. Comment expliquez-vous qu'un si petit pays fasse l'objet d'autant d'attention dans le monde entier, fasse l'objet de cette espèce de focus comme ça en permanence sur Israël si petit? First of all, because the Jews, after the Holocaust, got a country for the first time in 2000 years. C'est que après la Shoah, les Juifs ont reçu un État pour eux, pour la première fois depuis 2000 ans. Et c'était un pays dangereux, entouré de voisins hostiles qui voulaient exterminer ce nouvel État. Aujourd'hui, 72 ans plus tard, on ne vit toujours pas en sécurité dans cet État juif. Et les habitants qui vivent en Israël craignent toujours pour leur vie. Ils se sentent toujours menacés par des ennemis qui veulent rayer le pays de la carte. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le conflit avec les Palestiniens. Il y a ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe, et qui correspond à l'établissement de l'État d'Israël. En fait, il y a deux points de vue totalement opposés pour un seul et même événement. D'un côté, les Israéliens qui le célèbrent comme la fête nationale, le jour de l'indépendance, et de l'autre, les Palestiniens qui le considèrent comme un jour horrible. Et tant que ce conflit ne sera pas résolu d'une manière ou d'une autre, et d'ailleurs je ne vois pas pour le moment comment ça pourrait être le cas, le monde continuera à s'y intéresser. Mais là, j'ai l'impression que les gens commencent un peu à s'en lasser, à en avoir marre. Ils disent maintenant ça suffit, trouvez une solution. Ils sont fatigués. Mais vous savez combien de temps la France et l'Angleterre ont été des ennemis jurés ? Ce genre de choses prennent du temps. Et là, le problème est beaucoup plus compliqué parce que pour les Israéliens, il y a des Palestiniens à l'intérieur, à l'extérieur du pays. Donc ce n'est vraiment pas simple.